à tous et bienvenue dans Palabre, le podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma. Je m'appelle Cédric et je suis comme d'habitude avec mon compère Martin. Salut Cédric. Salut Martin. Et aujourd'hui du coup Léandre est malade donc voilà, il se joindra pas à nous, mais c'est pas grave parce qu'on sera quand même trois avec notre super invité de cet épisode-là. Mais avant de l'introduire, du coup, on voulait juste vous remercier pour les retours sur l'épisode de précédent. Du coup, ça a fait chaud au cœur. Et on tenait juste à rappeler que du coup la cagnotte est toujours disponible si vous voulez nous soutenir. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas. Et du coup aujourd'hui on accueille Théo Fauger. Bonjour Théo. Salut. Salut Théo. Comme d'habitude on va pas faire semblant qu'on se connaît pas. Théo c'est également un copain, un bon copain du coup de Martin. Et on s'était déjà vu sur un tournage il y a quelques années de ça. Et du coup Théo, pour nos auditeurs qui te connaissent pas, comment est-ce que tu te présenterais ? Ah, comment je me présenterais ? Non, bah là je suis ici pour parler de ma passion, de mon métier, qui est celui de chef opérateur. En quoi ça consiste ? Vous voulez que j'explique ? Oui, comment tu expliquerais ton métier ? Eh bien, le chef opérateur, ou alors on dit aussi directeur de la photographie, c'est le responsable de l'image d'un projet. Pour résumer, c'est je suis responsable de l'image. C'est là que sur un projet de fiction, de publicité, de clip, je suis responsable technique de l'image, donc ça va être, je vais diriger la lumière, tenir la caméra et essayer d'être au plus juste de la traduction des intentions de la personne qui réalise. Comment t'en es arrivé là, ton parcours un peu avant ? Est-ce que ça a toujours été une évidence pour toi ? Ah bah déjà c'est une envie de cinéma depuis tout petit. Mes parents sont assez cinéphiles, ils m'ont montré des films quand j'étais assez jeune. Et dès que j'ai compris que ça pouvait être un métier, quand on est petit on demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et quand j'ai découvert que c'était un métier de pouvoir faire des films, je me suis dit naïvement quand j'étais enfant, je me disais je rêverais de faire ça. Et en même temps c'était tellement obsessionnel et passionnel que je me suis renseigné. J'avais une première caméra, je sais pas, quand j'avais 6-7 ans, et j'ai commencé à filmer des choses. J'avais un ami qui était au théâtre, du coup je faisais des films avec lui. J'improvisais de manière complètement autodidacte. Et après le métier de chef opérateur en l'occurrence ça arrivait un peu plus tard. Au début quand on va faire du cinéma on connaît que le métier de réalisateur ou réalisatrice. Et je me suis dit c'est au fur et à mesure, mais je sais pas si je peux résumer tout de suite si tu veux. Si vous voulez. Mais pour rebondir sur ce que tu disais et sur ce qu'a introduit Cédric tout à l'heure, c'est du coup on se connaît avec Théo parce qu'on a fait nos études de cinéma ensemble à Ciné Creatis à Nantes. Et moi je voulais te parler de quelque chose, c'est que c'est vrai que toujours pendant nos années d'études, j'ai toujours eu le sentiment que tu savais où tu voulais aller et que toi tu avais une trajectoire qui était prédéfinie. Alors peut-être que t'es arrivé à l'école avec plus une envie de réalisation et qu'après tu t'es ouvert à l'image beaucoup plus, mais en tout cas ce que j'ai toujours trouvé impressionnant entre guillemets, tu vois, c'est que t'as jamais dévié quoi. Quand on te demandait ce que tu voulais faire à la fois comme vocation et puis aussi comme projet, tu vois, techniquement qu'est-ce que tu voulais mettre dans ton image et tout, t'as toujours su. Enfin, je pense que oui, c'est une vraie vocation parce que t'as toujours su quelque part ce que tu voulais. Enfin, au-delà du désir, au départ, intimement, c'était un refuge, quoi, quand même. Enfin, le cinéma, j'avais l'impression que la vie était plus grande et plus forte dans les films. Et qui, après, en vivant des choses dans ma vie, j'ai l'impression que par le lien de transposition de ce que je voyais au cinéma et que je pouvais transposer dans ce que j'observais de la vie, je crois que c'était plus fort, quoi. Il y a une phrase qui m'avait marqué, qui est un peu là-dessus, qui dit que l'art rend la vie plus intéressante que l'art. C'est-à-dire que t'as besoin de... Ah ouais, non, mais là, je vous le sors parce que j'en profite. Mais moi, je vois parfaitement et je suis à 100% d'accord. Non, mais dans le sens... Non, je dérive un peu, mais dans le sens où le fait d'avoir... Au cinéma, tout est plus intense. Enfin, c'est comme ça qu'après, ça a un peu été dicté dans le système et dans la narration, mais tout est plus intense, tout fait sens aussi. D'un coup, Enfin, moi, je me dis toujours, quand on fait un film ou quand on raconte une histoire avec une caméra, on dit toujours qu'on met de l'ordre dans du chaos. C'est-à-dire qu'en fait, on peut représenter du chaos, mais comme c'est cadré, comme c'est monté, comme c'est rythmé, et comme à la fin, il y a un message ou pas, mais d'un coup, ça met de l'ordre. Et bref, ça permet aussi de se sensibiliser à plein de choses, enfin, sur des gens, sur des couleurs, sur des lumières, je sais pas, sur des cultures, que quand, une fois après, toi, dans ta propre vie, tu y es confronté, waouh, d'un coup, c'est plus fort parce que, je sais pas, tu te ressouviens de plans qui sont semblables à ce que tu observes. Là, ça me fait penser à telle atmosphère liée à telle musique de tel film, je sais pas. Bon, bref, tout ça pour dire que quand j'étais petit, comme j'avais du mal à, je pense, trouver ma place
manière globale, en vrai, hein, sincèrement, j'étais très très réservé, très timide, je ne m'exprimais pas du tout en cours, d'un coup, je pouvais vraiment me sentir bien et à ma place devant un film, quoi. Carrément. Et je vous invite à aller regarder le travail de Théo, et ce que tu dis fait complètement sens par rapport à la grandiloquence, tu vois, le fait d'essayer de rendre le réel, ou l'irréel d'ailleurs, mais toujours plus beau ou plus dramatique, mais toujours se servir de la lumière, notamment, bien sûr le cadre aussi, mais de se servir de la lumière pour renforcer tous les aspects de la vie qu'on vit un peu tous au quotidien, mais qui, quand on n'a pas l'image avec, bah forcément tout est un peu plus terne et tout, et je trouve que dans ton travail, il y a une vraie direction dans ça, quoi, de renforcer toujours. Tu vas y mettre un travail de la lumière, tu vois, un travail du cadre qui va créer une fausse réalité, quoi. Tu vas pas forcément rester dans la réalité, le réel, si je peux revenir sur... Ouais, après, ça dépend, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être au plus près du sujet du film, ou d'être au plus près sur la sensibilité de la personne qui fait le film. Moi je suis pas là pour faire mon film, tu vois, c'est pas ça m'intéresse pas en fait. Moi ce qui m'intéresse, c'est de découvrir. Mais je parlais surtout de tes projets perso. Non mais même en général, mais par contre c'est vrai qu'en l'occurrence, les projets que j'ai faits, il y a toujours des fois il y a des ambitions d'stylisation fortes, ou des images qui sont pas... il y a un truc un peu tape à l'œil, quoi. Mais à l'inverse, ça m'intéresserait tellement de faire des choses beaucoup plus sobres. De travailler ça, en termes de cinéphile, moi je suis hyper sensible à tout type d'images, et il y a des images qui sont incroyables. Je sais pas, dans des films de Nouvelle Vague, où en fait on va se dire, bah non, ils ont rien fait, ils ont juste mis un projecteur au plafond et puis ils ont filmé. Non, il y a tout n'est que choix en fait. C'est-à-dire, t'as pas besoin de braquer le projecteur latéral pour faire un gros contraste fort pour te dire regardez, je fais de la lumière. Je pense que tu peux faire de... Et puis ça te permet de te concentrer sur d'autres aspects du cinéma aussi, parce qu'il y en a énormément d'autres. Ah ouais. En fait, moi ce qui m'intéresse, mais du coup pour en revenir même à mon rapport à la base du cinéma, ce qui me plaît, c'est de découvrir de nouvelles choses. Déjà dans la cinéphilie, c'est vraiment ça qui m'intéresse à chaque fois, d'explorer, et je trouve que ce qui fait les très grands cinéastes, c'est ceux qui arrivent à t'imposer, ou du moins te montrer une sensibilité ou une vision que tu n'as jamais vue, et qui te permet d'ouvrir. J'ai l'impression qu'il y a une découverte. Et dans maintenant, au-delà pas plus dans le travail de cinéphilie, mais dans le travail de fabrication, ce qui me plaît le plus, c'est la recherche, quoi. C'est-à-dire que on sait à peu près quel sentiment, quelle émotion on va faire passer, mais comment on va le faire passer. On ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Même quand je prépare des projets et qu'on me donne des moodboards avec des références, souvent on me dit voilà, c'est vers ça qu'on veut aller, ou c'est ça que je veux. Moi j'essaie toujours de me dire j'espère qu'on va pas faire les mêmes images, parce que sinon ça sert à rien. Je me dis, si elles ont déjà été faites, pourquoi les refaire? L'ambition, c'est toujours de se dire ok, on est vers ce sentiment là, on pense à ça, mais il faut que on ait toujours une surprise ou une découverte, quoi. Partage totalement ton avis. Et c'est inévitable aussi, à mon avis. Tu peux pas, t'auras beau essayer de faire un truc précis et parfait à 100%, t'auras forcément un résultat qui sera un petit peu à côté de tes attentes. Ouais. Et c'est peut-être pas plus mal. Genre. Ouais, mais je pense que c'est à ce moment-là qu'on est le plus juste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même tu vois, pour parler en tant que spectateur, moi le sentiment qui me fait dire qu'il y a un grand film, c'est quand j'ai vraiment le sentiment que le film se déroule sous mes yeux, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, tu vois, c'est quand la magie opère à 100%, c'est que d'un coup, tu te poses même plus la question du film, t'as l'impression que la scène se joue en direct, quoi. Et ça, pour que ça existe, à un moment donné, il faut qu'il y a eu de l'organique, d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'on est bien plus sensible aux vivants, c'est-à-dire aux comédiennes, aux comédiens de manière générale, plus qu'à un cadrage ou un truc. Après, c'est un ensemble de choses, mais c'est ça qui va nous captiver le plus. Donc en fait, je me dis, même dans la manière de concevoir l'image, il faut se dire, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose d'organique, quoi. Je sais pas si... Si, je vois très bien. Et dans tout ça, tu le places où, le style? Parce que la patte artistique. La patte artistique, parce que tu vois, tu parles de les grands cinéastes, alors que ce soit des techniciens ou les réalisateurs, les grands cinéastes, entre guillemets, sont identifiés aussi beaucoup par les gens, par leur style, parce qu'ils ont une manière de filmer où, bien sûr, c'est adapté au projet et tout, mais on les reconnaît à leurs films. Et
moi j'ai l'impression que toi tu as développé ton style, que tu commences vraiment à avoir une patte, et du coup est-ce que toi tu considères qu'il faut renforcer ces choses-là et tu vois, pour vraiment exister à travers ton style, ou est-ce que tu penses que tu dois aller vers tout pour acquérir plein de nouvelles compétences, plein de nouvelles expériences, et ensuite après pouvoir créer ton style, tu vois. Est-ce que pour toi il faut s'élargir, ou alors il faut se concentrer sur quelque chose que, entre guillemets, que tu sais faire, mais sans rester dans la complaisance, mais juste est-ce qu'il faut s'élargir, ou est-ce qu'il faut se recentrer sur ce qu'on aime faire, tu vois. Alors moi, pour mon métier, je pense que si je commence à réfléchir, à me dire il faut que je cherche un style, c'est-à-dire que je suis plus avec le sujet du film. Enfin, c'est pas ça qui est... Oui, mais il y a de l'inconscient dans le style. Ah oui, aussi. mais c'est inconscient. Mais du coup, si je le conscientise, ça voudrait dire que je vais chercher à esthétiser d'une certaine manière parce que je vais me dire c'est mon truc. Alors que c'est pas ça qui est important. Ce qui est vraiment, pour moi, vraiment, ce que je mets au-dessus de tout, et ce qui me semble essentiel, hein, c'est l'émotion, et être sûr que je suis T'es au service du film. Ouais, je suis bien en phase avec le film, je suis bien en phase avec aussi le son, les comédiennes, les comédiens, mais surtout ouais, l'histoire, et surtout l'intention qu'a la personne de faire le film. Après, le style, c'est vrai que oui, des fois on me dit ouais, ça on reconnaît et tout, mais j'essaye jamais de me dire je vais faire ça parce que c'est comme ça que je sais faire les choses. Ça passe peut-être par plus une rigueur technique et plus par ta manière de faire. Finalement, c'est peut-être un truc inconscient, parce que t'as aussi développé des façons de faire que t'appliques peut-être à chaque projet, qui du coup font ouais, après je sais pas, après je pense qu'il y a aussi des choses logiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné j'ai fait un style d'image sur un film parce que c'était le sujet, et après il y a des gens qui viennent me chercher parce qu'ils ont vu ce style d'image, ouais, et du coup ils vont me demander des choses semblables. Après moi j'essaie toujours de me dire non, faut essayer de réinventer le truc et pas de refaire la même chose. Mais non, mais par contre, pour répondre, après là c'est plus d'un point de vue stratégique, est-ce que si on doit réfléchir à non, c'était une question moi, je pense ouverte, qu'ici, tu vois. non, mais par contre à l'inverse, réfléchir à se dire en tant que chef-op, je vais essayer de faire tout pour montrer que je sais tout faire techniquement. En fait, enfin pour moi ça vaut pas grand-chose. Enfin, je pense que ce qui vaut, c'est la sincérité et dans ce qu'on fait, et le fait qu'on y croit. Enfin, je sais pas, même les choses les plus fous que j'ai explorés, où je me disais mais ça va jamais marcher, au final c'était les trucs que des fois j'étais le plus fier à la fin, mais parce que je sais pas, je me suis un peu plus écouté, ou j'ai pris confiance, tu vois. Ouais, du coup ça c'était pas dans une démarche stratégique, c'était plus dans une démarche de d'instinct, ouais, c'est ça que je sens, ouais. et je me dis putain, c'est vers ça qu'il faut aller. Et puis avec les gens avec qui on fait le film, ils me disent ok, on va aller vers ça, et on y va, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, il faut que la relation de confiance, elle existe aussi avec les personnes avec qui tu taffes, tu vois. Et du coup, t'as l'air quand même d'être très sur ce truc de servir plus les projets des autres que de porter tes propres projets. Parce que actuellement, je fais pas mes projets. Ouais. Mais t'as une envie dans la réalisation ? Ouais, enfin de porter des futurs projets où c'est toi le chef, entre guillemets. Oui, mais en fait c'est pas mon métier. Enfin, je l'ai fait, hein. Enfin, j'ai fait un cours où je suis très content, il y a 2 ans, c'était produit, on a eu le CNC, enfin c'était génial. Mais c'est pas ce que tu préfères. Mais il y a d'autres paramètres dans la réalisation, surtout dans la partie production, qui font que là je me sentais pas en phase, et je me disais c'est pas là où je me sens bien et compétent, alors que par contre être à l'écoute, être dans l'accompagnement et essayer de me mettre dans les yeux de quelqu'un d'autre, enfin je sais pas, être plus dans la proposition, ça me plaît, ouais, mais je le vois pas comme après forcément c'est quelque chose de personnel, parce que c'est mon rêve personnel de faire des images et du cinéma, mais je suis pas là pour faire mon film, quoi. Par contre je suis là pour essayer de me dire, j'ai envie de trouver des gens avec qui on va avoir je sais pas, les mêmes connexions, une sensibilité similaire, enfin voilà, c'est plus là-dessus. Carrément. Et du coup, c'était une évidence, j'imagine, les études, c'était Ciné-Gratis aussi. Ouais, c'est ça. Pareil, tu t'y retrouvais là-dedans, est-ce que soudain ça faisait beaucoup plus sens que les études que tu faisais avant ? Est-ce que tu avais une ligne droite toute tracée où tu t'es dit dès que j'ai mon diplôme, paf. Je t'avoue que j'ai souvent vu ça comme au début évidemment c'était se raccrocher à sa passion, au rêve, mais en fait quand j'y repense, même encore aujourd'hui, clairement je suis au début, faut aussi rappeler ça. Oui. Et c'était
je pense que c'était vraiment une nécessité, quoi. Je me dis, mais si je fais pas ça, il n'y a que ça, quoi. Clairement, je serais malheureux toute ma vie. Ouais, mais c'est qu'il y a d'autres types d'écoles de cinéma, il y a d'autres types de formations. Ah oui, par rapport à cette école en particulier. À plein de métiers. Oui, bah après, bon, ça, j'ai pas tant conscientisé. Ouais. Ce qui était dur pour moi, c'est que j'étais vraiment, de par ma timidité, de par du fait que j'étais vachement dans ma tête, j'avais du mal à être bon scolairement. Et j'avais vraiment pas des bons résultats, et j'avais une envie de faire vraiment, tu vois, il y avait un truc, j'avais vraiment du mal à rester concentré à une table. Du coup, je me suis orienté vers la voie professionnelle, et des fois je conscientisais un peu, parce que je savais, les grandes écoles à Paris, la FEMIS, Louis Lumière et tout ça, il fallait faire une prépa, et du coup, qui dit une prépa, il faut faire un bac général en littérature et tout ça. Moi, je me disais, mais je n'aurais jamais les compétences. Je faisais des fautes d'orthographe, je savais pas écrire et tout. Donc, mais par contre, j'ai fait un bac professionnel dans lequel je me suis extrêmement épanoui, qui était proche de l'audiovisuel. Donc j'ai fait beaucoup de stages dans des théâtres, tout ça. Donc déjà, j'ai l'impression de me rapprocher de ce qui me plaisait. Et direct post-bac, je suis rentré dans cette petite école privée à Nantes, parce que c'était facile, parce que c'était une des moins chères de France, parce que mes parents habitaient pas à côté. Et voilà. Après... ça se trouve, ça aurait été mieux ailleurs. Je sais pas. Ça, c'est. Bon, après, le parcours change à chaque fois. Ouais. Mais par contre, ce qui était incroyable, c'était de rencontrer des gens avec qui on partageait la même passion. Et ça a tout débloqué. Non, c'est vrai. Franchement, j'ai perdu la timidité grâce aux autres, quoi. Et ça a encore de l'impact aujourd'hui, les rencontres que tu as fait à l'école, quoi. Parce que tu continues de travailler avec des gens de l'école sur des projets. Donc c'est surtout pour ça que c'est important aussi ce milieu-là, les écoles d'art et tout, c'est parce que tu crées des connexions avec des gens. Moi, je trouvais en école de cinéma, il y a tous les profils. Je trouve que tu peux forcément un peu te retrouver quelqu'un avec qui tu vas développer des connexions, comme tu dis, tu vois, et qui sont centrées souvent autour du milieu du cinéma ou de l'art en général, mais pas que. Parce qu'en fait, tu as tellement de profils différents qui ont un peu tous ce truc de base que tu expliquais tout à l'heure de... Mais si je fais pas ça, je serais malheureux. Et en fait, tout le monde se retrouve un peu dans ces trucs-là, tu vois, après les études, là, je suis dans mon élément avec des gens qui le sont aussi, et du coup, tu crées des vraies connexions en fait avec des gens dédiés à l'art, quoi. Et du coup, justement, en parlant des projets sur lesquels tu as bossé, tu bosses sur quel type de projet ? Genre, c'est des courts-métrages, des clips, des... Ouais, je pense que c'est un peu... je suis un peu kiff-kiff entre des courts-métrages et des clips. Je fais très peu de pubs. C'est une affaire de réseau, je serais pas contre, mais... Pas de docu J'en ai fait un en autodidacte à un moment donné, mais j'aimerais bien explorer plus, effectivement. Mais je pense ce qui m'intéresse le plus, ça reste la fiction, comme beaucoup, mais parce que tu prends le temps de développer une image qui fait sens, parce que l'image, elle raconte avec les autres choses qui sont juste l'image. C'est-à-dire qu'un clip, tu peux te dire ton image elle tape à l'œil, ou alors elle est juste clean, mais le son fait que ça marche, ou alors le son est pas bien, mais du coup tu te dis vas-y, on fait de l'image. Tu un peu plus sur l'image. Alors, en fait, moi ce qui me plaît, ce qui me passionne depuis tout petit, c'est le cinéma dans le global, c'est-à-dire la durée, le rythme, vraiment les personnes qu'on filme, les décors, je sais pas, et que ça raconte, quoi, tu vois, et que le film, en fait, aussi, même d'un point de vue de l'image, il y a un lead, c'est-à-dire que ce qui lead le process, c'est le film. Donc l'image, si tu lui fais faire un plan unique, par exemple, tu sais que tu auras un plan unique, quoi. Bon, après, tu peux toujours avoir des remodifications avec la production, avec la distribution et tout le montage. Mais en fait, tu le lead, quoi. Alors qu'en fait, quand tu as un clip ou tu as une pub et qu'on te dit ça dure 30 secondes, faut faire telle musique, en fait, t'es bloqué. Et en fait, tu peux pas vraiment mettre en place des idées fortes, parce que en fait t'es au service d'une musique, t'es au service d'une marque, alors que là au moins t'es au service d'un récit, d'une mise en scène, et là c'est là que tu peux vraiment aller plus loin. Donc tu t'aimes quand même moins faire des clips, du coup, de ce que tu dis là, que que de la fiction, clairement. Ah oui, complètement. Parce que pour le coup, il me semble que t'as bossé sur des clips quand même, des trucs un peu cool, un peu chiadés, un peu avec des gens un peu connus, non ? Ouais, un petit peu. Faudrait, je sais pas de quoi je peux parler. Ah oui, il y a des trucs un peu confidentiels. Non, mais si, celui qui avait été un peu vu là dernièrement, c'était pour Bébé Jacques. Ça, c'était chouette, dans une grotte. Typiquement, là, quand il y a commencé à y avoir des artistes, tu vois, avec de l'influence et tout, justement,
comment tu te places toi aussi vis-à-vis de ça? Comment je me présente à eux? Non, là par exemple, tu vois, le truc technique du gars qui dit en fait on a organisé tout ça, mais moi par contre je veux pouvoir déambuler. Tu vois, je pense que ça t'arrive plus ça quand t'es avec des artistes qui sont un peu renommés, tu vois, qui ont plus de liberté, qui ont plus d'habitude. Donc toi t'étais chef-op du coup sur le projet. Où est ta place, tu vois, genre comment tu te places vis-à-vis de ça? Vis-à-vis de l'artiste et du projet, c'est vraiment bien plus le réal qui va avoir sa place. Enfin, c'est lui, hein, toute la dimension sociale et un peu politique des discussions. Après, moi, si d'un coup, il y a aussi des vraies contraintes vis-à-vis de l'image qu'on souhaitait faire avec la personne qui réalise, bah oui, je vais être à même de discuter. Mais en fait, finalement, moi, je vais plus discuter avec le réal. Ça change pas tant que ça pour toi, peu importe la et après, si, quand même beaucoup en prépa avec la production, parce que forcément, si on a des exigences, il nous faut. Je sais que j'ai besoin de 3 machinistes pour ce projet, en fait, on m'a dit non, il n'y a qu'un chef mach et c'est tout. Enfin, il y a aussi des discussions comme ça, ou être malin, ou des fois, je sais que ça va coûter cher, mais ça, je sais qu'on peut être malin et faire des économies ailleurs. Enfin, ça, c'est une autre dimension. Tu m'étonnes. Mais où trouver sa place, non, je sais pas. Ça change pas pour toi, forcément, plus c'est gros, plus les artistes sont reconnus, plus il y a d'enjeux et plus des fois je me mets la pression, mais non, ça va. Ça change pas l'aspect technique de ton boulot, quoi qu'il arrive, tu fais ton job. Si, ça reste. Si, forcément. Il y a des challenges en plus. Ça dépend, parce que j'ai fait des petites images pour un clip de Grand Corps Malade en juillet, là, et. Voilà, tu me dis, c'est Grand Corps Malade, c'est un très gros. Techniquement, on avait que dalle. Moi, j'avais pas du tout le sentiment de pouvoir faire ce que je pouvais montrer que j'étais capable de faire. Je me suis senti un peu pris au piège du truc, mais bon, je l'ai fait. Voilà. Ok, oui, c'était un peu ça ma question. Okay. Et du coup, tu bosses sur Paris? Ouais. Tu bosses avec une agence? Alors, oui. Au début, je reste indépendant, en freelance. Et oui, depuis 2 ans, il y a une agence de chef-op qui me représente qui s'appelle Cinélite. Ok, du coup ça se passe comment? Comment ça fonctionne? Comment t'as fait ce choix-là aussi? En fait, c'est-à-dire que eux, c'est un peu comme, c'est exactement comme des agents d'acteurs. C'est-à-dire que ils peuvent être à même de me mettre sur des projets. Et sinon, quoi qu'il arrive, dès que j'arrive sur un projet, dès qu'il y a négociation, salaire, ils sont là, puis ils m'accompagnent aussi. C'est-à-dire si j'ai des questions, j'ai des doutes, je peux les appeler. Il y a en tout cas, avec eux, c'est ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on a un vrai lien de proximité et de confiance. C'est incroyable. Moi, il y a c'était il y a, je sais plus, 2 ans, 2 ou 3 ans. Je sais même plus. C'était à un moment donné où je commençais à faire le pas et ça me stressait, et du coup, d'avoir cette pas reconnaissance, mais qu'ils avaient envie de m'accompagner et de me suivre, c'était pour eux, ça, même actuellement, c'est toujours un pari. Donc là, je me dis, ok, si ces gens-là sont ok de me représenter, c'est-à-dire que je dois y aller. Et du coup, c'est eux qui sont venus vers toi ou c'est toi qui es vers eux? Non, c'est moi qui a été vers eux. Et mais ça venait de... pourquoi t'as pris cette décision-là? Parce que c'est vrai que je pourrais remonter sur l'historique de ma première invention optique. Ouais, j'ai prévu la question pour après. Mais en fait, c'est lié à ça parce que quand je l'ai présenté pour la première fois, du jour au lendemain, je recevais 20 mails par jour de gens qui voulaient me l'acheter ou la louer. Et j'ai rencontré beaucoup de chefs-op qui m'ont dit, mais tu peux déjà être accompagné par une agence, ça peut aussi t'aider sur tes leviers, sur tes choix. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, pour les auditeurs, on va peut-être passer directement à cette question-là, parce que je pense que ça a l'air d'être central quand même à ta carrière. Vous ferez votre montage, je commencerai dans l'autre sens. On met tout en inversé. Non, mais juste pour rebondir sur ça, et du coup, cette agence, ils ont aussi un rôle de te trouver des projets. Ouais, ils peuvent, en fait, c'est-à-dire que ils peuvent avoir des fois, je sais pas moi, des agences de pub qui vont dire on tourne ça, on cherche un nouveau chef-op, ça peut être aussi des réals qui peuvent contacter. Après, le meilleur des réseaux, ça restera toujours les réals que je rencontre ou les productions, mais la personne qui m'embauche réellement c'est le réal qui va m'appeler. Connaît ton travail. Bien sûr, ouais. C'est un intermédiaire, quoi. Oui, puis ça te facilite aussi le tri un peu dans tout ça, quoi, genre de tri et tout ça. Yes. Donc du coup, t'es inventeur?
si je peux utiliser ce terme. Non, bah oui, je suis allé un peu sur ton site, en fait, je suis allé me renseigner, parce que c'est vrai que du coup, on se connaît assez peu, même si on avait fait un tournage ensemble il y a quelques années. Et j'avais vu 2 trucs spécifiquement, c'était le Stemirax et le Magic Shutter. Donc si tu peux nous parler un peu des deux, nous expliquer un peu tout le processus, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça sert. Carrément. Non, alors, pour résumer, c'est surtout le Stemirax, Magic Shutter, c'est plus une curiosité où je me disais que j'avais envie d'explorer quelque chose, mais donc dans l'historique, c'était pour un clip, pour un pianiste qui s'appelle Julien Brocal, qui est un pianiste qui fait du néoclassique et avec qui j'avais beaucoup travaillé. Et à un moment donné, quand il allait sortir son nouvel album, il m'a fait un peu un cadeau, il m'a envoyé l'album et il m'a dit choisis un morceau et ça me ferait plaisir que tu fasses un film dessus, tu peux faire un court-métrage, il peut avoir une forme narration, même des dialogues par-dessus, ça pourrait être génial. Donc là, je réfléchis à une idée un peu ambitieuse. Lui, il se trouve qu'il pouvait m'accompagner parce qu'il connaissait des centres d'art qui pouvaient financer des projets. Moi, je cherchais aussi à en parler à une production incroyable, j'ai pu être produit, c'était super. Et bref, tout ça pour dire que dans mon histoire, il y avait un personnage qui était épileptique photosensible. Et je voulais trouver un moyen pratique de mettre son épilepsie en image. Au début, j'avais imaginé plusieurs trucs, des effets de post-prod, d'avoir un low shutter, c'est-à-dire un shutter lent pour avoir des flous de bouger, des flashs et tout ça. Et là, je me suis dit non, mais j'ai envie de quand même trouver, parce que j'aime beaucoup expérimenter l'image de manière à la prise de vue. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de développer quelque chose, parce que ce projet, pour moi, il comptait, ça allait être un peu plus gros. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris des idées que j'avais en tête, qui s'inspiraient d'un outil des années 50. En gros, je vais pas être trop long, parce que... T'inquiète. Mais voilà, je collectionne plein d'objets optiques, plein de vieilles caméras et tout ça. Et j'avais découvert un dispositif qui permettait de faire des images en stéréoscopiques, c'est-à-dire des images en 3D. C'est-à-dire que pour faire de la 3D, ça existe depuis même avant l'invention des frères Lumière, quoi. C'est-à-dire depuis le début de la photographie, quand on faisait les photos avec un seul objectif, on se dit on a 2 yeux, pourquoi pas utiliser 2 objectifs? Donc il y avait des premières caméras où il y avait 2 objectifs, et quand on déclenchait, ça prenait 2 images en même temps, avec 2 optiques. Et après, on regardait ces 2 images avec des dispositifs un peu comme des lunettes, et ça permettait de voir le relief par effet de parallaxe entre l'image A de l'image B. Bon, pas rentrer trop dans le détail. Et pour continuer dans l'évolution technique de la stéréoscopie, il y a des gens qui ont inventé des dispositifs avec des miroirs qui se placent devant une seule optique pour avoir 2 images avec une seule optique. Mais 2 images qui sont séparées, c'est-à-dire que tu as l'image A qui est à côté de l'image B. Entre les deux, il y a une ligne. Voilà. Ça, c'est ce que souhaitaient les fabricants pour cette invention-là. Donc, je vois ce truc-là. Il y en a eu plusieurs qui ont été fabriqués au XXe siècle, mais c'était un peu des gadgets, quoi. C'était un accessoire un peu cheap. Si on voulait faire de la vraie stéréoscopie, il fallait avoir des appareils avec 2 objectifs. Bref, du coup, j'achète ça, je me dis, ça va être marrant. J'essaye de faire des images un peu en 3D, je trouve ça rigolo. Et en fait, à un moment donné, par observation optique, je vois, pas une faille, mais je vois les limites. Je vois, mais si j'ai une focale un peu plus longue, parce qu'il fallait utiliser tel objectif ou quel truc. Si je détourne un peu le truc, je me rendais compte que je pouvais avoir 2 images qui presque se superposent. Mais je me disais, si je veux vraiment que ça marche, il faudrait que je change tout. Il faudrait repenser l'objet, il faudrait le fabriquer différemment, il faudrait que les miroirs soient inclinables et tout. Mais ça, j'avais l'idée, même quand j'étais en école de cinéma, et donc 2 ans après l'école de cinéma, quand je viens à ce projet, je me dis, mais pour ce projet-là, ça serait génial de peut-être développer ce que j'avais en tête, d'avoir cet outil avec 4 miroirs qui s'articulent devant l'optique pour pouvoir faire ce que j'imaginais, mais ce qui n'était pas sûr du tout, de la surimpression optique, quoi. Mais j'étais pas sûr que ça marche. Enfin, c'était théorique dans ma tête, quoi. Enfin, théorique, en même temps, j'avais testé avec l'objet que j'avais acheté des années 50, mais je pouvais pas le modifier parce qu'il fallait que je casse, bref. T'avais qu'une hâte, c'était de tout démonter pour tout reconstruire, quoi. Ouais, mais il fallait que je refasse autre chose, en fait, il fallait refaire autrement. Et donc voilà, puis après, incroyable, je me suis fait aider d'ingénieurs pour développer ça parce que j'avais l'idée et j'avais fait des schémas, mais je suis pas ingénieur, je sais pas comment usiner des pièces et tout, donc on m'a aidé là-dessus et on a reçu l'invention, mais je vous jure, la veille du départ au tournage, on partait au Mont Blanc et tout, et en plus le colis arrive pas, alors du coup j'appelle DHL et tout, je vais aller chercher au dépôt et tout, c'était tout hyper romanesque. Le bon petit stress. Voilà, et après l'image, la surprise, quoi.
Et là, je découvre, je dis, oh là là, ça marche comme je l'imaginais, voire même ça te crée des dingueries encore plus surprenantes. Incroyable. Et donc là, ça marchait pour le film, quoi. Mais en fait, ce qui m'intéressait le plus, c'est que ça, parce que par rapport à ce que je vous disais au début, c'est que ça raconte le film, quoi. Après, c'était une esthétique, comme on parle de stylisation, qui était assez forte. Donc je me suis dit, ça va être le seul effet du projet, quoi. Je vais pas mélanger avec d'autres effets. Et du coup, tu t'en es servi pour le projet, ça a marché. Ça a marché. Par contre, le film, il a mis du temps à sortir, on a mis du temps à communiquer dessus. Et en fait, avec l'enthousiasme des gens autour de moi qui me disaient, mais il faut vraiment que tu parles de cette invention, c'est fou. Tu t'en sers. Voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas. Mais moi, à la base, c'était, ce qui m'intéressait, c'était les images qu'ils faisaient pour ce projet, quoi. Je me suis dit, pas parler de l'invention. Et bon, je suis allé, j'ai pris du temps parce que je me suis dit qu'il fallait peut-être quand même que je me protège. Donc j'ai déposé un brevet, et trouvé des gens pour rédiger le brevet. Enfin, c'était tout un truc. Et là, j'ai commencé à en parler. Et là, ça a été assez fou, quoi. Et tu t'en es resservi, du coup, pour d'autres projets ? Énormément. On m'appelle presque essentiellement pour ça, quoi. D'accord. C'est intéressant. Mais ouais. Non, ce qui était fou, c'est que je me suis retrouvé au Micro-Salon, qui est un espèce qui est un salon à Paris, qui est à portée un peu internationale, où il y a tous les fabricants, les loueurs, les constructeurs de matériel de cinéma. Et il y a le gros loueur TSF qui m'ont proposé de venir présenter mon invention sur leur stand. Et à partir de là, ça avait été assez fou, quoi. Trop stylé. Tu m'étonnes. Mais bon, la problématique pour moi, c'est que moi, à ce moment-là, je voulais me développer vraiment en chef-op. Et sauf que là, tous les gens qui ont vu l'invention, c'était des chefs-op. Et ils voient un nouveau jouet, quoi, à acquérir. Et donc, c'est pour ça que j'ai reçu beaucoup de demandes d'achat. Parce que du coup, c'est pas un truc qui est commercialisé, c'est pas un truc que d'autres gens utilisent, quoi. Non. Ouais. Mais plus tard, mais pas tout de suite. Pour l'instant, tu veux que ça soit associé à toi et que tu puisses t'en servir toi pour progresser en tant que chef-op sur des projets, quoi. Ouais, oui, pour deux choses, pas de manière que égoïste, mais en fait, c'est-à-dire que je me suis dit, mais c'est génial, c'est mon outil, je vois la difficulté que c'est de faire sa place dans cette industrie, et là, je me suis dit, mais c'est réel, je me démarque avec ça. L'objet est unique, je dépose un brevet, c'est pas pour rien. Je me suis dit, oui, si vous voulez cet outil, vous me prenez pour faire l'image ou pas, quoi. C'est totalement logique, c'est pas de l'égoïsme. Mais c'est un peu, dans le cinéma, c'est un peu particulier parce que le matériel, c'est vraiment vu comme des outils et puis tout le monde utilise tout le monde. Enfin, je pense que dans d'autres médiums artistiques, on aurait très mieux compris, quoi. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne comprennent pas trop. Ils disent, non, t'as une bonne idée, c'est industrie, tu l'investis, tu te ferais de l'argent, c'est trop bête et tout. Alors que je pense qu'un peintre qui aurait inventé un pinceau... Parce que le cinéma est une industrie, tu ne te souviens pas des cours de... Si, non mais bien sûr, mais je comprends, mais c'est vrai que, non mais tu vois, souvent je dis ça aux gens, mais je vais dire admettons, je démarre dans la peinture, j'ai inventé un pinceau qui détermine un style de toile ou qui démarque. On te voudra toi pour l'utilisation que tu fais de non, mais ça serait trop bête que tu vois, en tant que peintre, je vende mon pinceau plutôt que de faire des toiles, tu vois. Et là, le truc, c'est que si demain je vends l'invention, très bien, je me suis fait de l'argent, mais derrière, je fais plus de. Tu vois. Et que tout le monde fait ce que tu faisais. Oui, et puis voilà, c'est ça aussi, ça perd de sa singularité parce que d'un coup, tout le monde peut le faire, quoi. C'est comme il y a plein de. Dernièrement, il y a l'optique, l'AOA, la courte focale en macro. Ouais. La première fois qu'on voyait ça, on était tous ébahis. Puis maintenant, c'est partout. C'est devenu tellement une truc. Mais je réfléchis, là, je développe la nouvelle version, ça va être très bien fait, ça va être mieux, avec des meilleurs matériaux, et ça sera. Ça pourra facilement être industrialisable, mais c'est pour plus tard. Ouais, c'est ça, c'est quand même peut-être qu'à un moment tu arriveras à un moment où tu auras fait le tour aussi de ça, où tu diras j'ai envie de tester d'autres choses, j'ai plus envie d'être que sur des projets parce qu'on a besoin de mon expertise sur ça, et du coup là à ce moment-là ça deviendra une source de revenus, quoi. Oui, non mais j'ai surtout pas envie de t'affilier, j'ai envie d'être affilié à ça d'un point de vue du réseau, parce que en fait ça montre une démarche, avec Théo on va essayer de trouver une image singulière à la prise de vue, parce que aussi je pourrais beaucoup parler de ça, je veux dire, la philosophie de fabriquer sur le vif plutôt que de penser à un effet qu'on va fabriquer en post-production. C'est quand même tu peux en parler. Allez, vas-y, je me lance. En gros, mais ce qui m'intéresse, c'est que souvent, même moi, quand j'avais pensé l'invention, je me disais ça va faire ça, mais je n'étais pas sûr. Et au final, dès que j'ai tourné la première fois, surtout je maîtrisais pas encore l'outil,
à chaque plan, j'étais surpris par ce qui se passait, quoi, parce que c'est tellement organique optiquement, enfin, c'était de la surprise tout le temps, quoi. Alors que si il fallait imaginer ça en post-production, enfin, il m'aurait fallu une imagination mais débordante. Non, mais dans le sens où en post-production, on va avoir une idée précise, on va tourner la matière de manière très délicate, de manière très méthodique, pour qu'après, en post-prod, on va pouvoir produire l'image qu'on a imaginée. Ouais. Alors que là, il y a une part de surprise qui fait que exactement. Ça rend le truc d'autant plus vivifiant, quoi. Ouais. Genre, c'est tout l'inverse. Mais en fait, c'est ça, c'est comme... ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme... moi, par exemple, je vois souvent la direction de la photo comme diriger des comédiens. C'est-à-dire que tu vas pas diriger un comédien dans le sens où il va faire exactement ce que tu attends de lui. Sinon, ou alors tu fais du cinéma d'animation et c'est très cool, tu vois. Mais en fait, si tu vas prendre tel ou tel comédien, c'est que tu attends de sa personne, de ses failles, qu'il intériorise tes idées et qu'il en fasse qu'il les interprète, non, mais surtout que ça soit vivant, quoi. C'est-à-dire que chaque prise soit unique, que même si tu l'as pensé ta scène, qu'en fait finalement rester ouvert à la nouveauté et ça s'incarne. Et je me dis qu'avec le Stémirac c'est typiquement pareil, c'est-à-dire que je vais avoir une idée de sensation de ce que ça va produire, mais en fait l'outil va me donner à voir la sensation, et en fait aussi il y a un dialogue, c'est-à-dire que d'un coup je vois quelque chose qui se passe optiquement, et après je vais repenser ma lumière, comment on va bouger le décor, et surtout là où c'est le plus pertinent souvent, c'est pour la personne qui réalise, parce qu'il a le résultat en direct, et du coup il va sentir qu'il peut presque toucher son effet, donc il va changer le déplacement du comédien par rapport à l'effet optique, et donc en fait il y a un dialogue, et en plus il y a aussi ça qui est fort, c'est que d'un coup ça assume une idée et une image, et qui fait qu'en post-prod on peut plus revenir en arrière. Et ça, je pense que c'est un énorme atout, parce que aujourd'hui en post-prod le truc on verra ça en post-prod. Non mais surtout mais pas forcément, c'est qu'on peut avoir une idée forte en post-prod, on peut avoir fait des idées, on a fait des tests, on est sûr de notre truc, mais en fait l'aspect du curseur fait que en fait on va descendre un peu plus le curseur, on va descendre, et à la fin en fait tout le monde va dire non, un peu moins, et au final à la fin t'as pas vraiment fait ton idée, quoi. Bien sûr. C'est pour ça même plein de cinéastes ils veulent faire des plans séquences, pas pour l'aspect démentiel technique, c'est d'un coup ils se disent non, il y a la vérité du moment de ce qu'on fait, de ce qu'on tourne, et tant pis, j'ai fait qu'un plan, mais au moins je sais que je vais garder ce que j'ai souhaité faire sur le plateau. Ouais. Plutôt que de côté. Ouais, c'est ça. Puis du coup, je me dis que ces outils-là permettent un peu ça aussi, quoi. Et après, il y a aussi l'aspect optique. Je me renseigne un peu. Je sais que pour faire ça en post-prod, faut y aller, quoi. Non, mais c'est vrai, il faut y aller, parce que tu filmes 2 angles en même temps qui se superposent. Donc, c'est-à-dire que si je veux vraiment le faire, autrement, il me faudra un rig avec 2 caméras que je puisse articuler dans tous les sens, et qu'après, on peut se prendre, on les fasse matcher. Mais après, on les fera matcher, mais on les fera matcher par opacité. Alors que là, moi, elle marche par transparence optique. Alors du coup ça nique l'image, l'image elle n'est pas hyper piquée, il y a l'aspérité des miroirs et tout, mais au moins il y a un truc puis à chaque fois un vrai moment pendant le tournage aussi, quoi. T'as pas juste ton idée de base et t'as bouté à ton idée de base, t'es content ou pas content, tu vois, satisfait ou pas satisfait. Là t'as un vrai truc constructif, tu vois, pendant ta prise de vue, en fait ça t'enlève tes bases, quoi. Genre tu vas commencer avec une idée, puis en fait ce que va te proposer ton outil, ça va t'emmener vers ailleurs, et du coup tu vas dire ok, mais là on peut peut-être reprendre ça, parce que pour toi ça te crée un truc qui s'arrête jamais, quoi, quelque part. Après plus ça va, plus je vais être plus juste, et tu progresses aussi avec. Même ce que je disais au début sur l'aspect être surpris sur le tournage, moi je crois pas du tout à l'improvisation. L'improvisation, je m'entends dans le sens des gens qui vont dire non, mais on va y aller un peu au feeling, je fais pas de découpage, j'arrive sur le plateau, on va trouver. Moi j'y crois pas du tout. En fait, moi je crois que l'inattendu il existe quand on a énormément travaillé, préparé. C'est-à-dire que en fait, plus on aura travaillé, plus on se sera posé les 1000 questions à quelles sont toutes les possibilités, être sûr de bien cibler ce qu'on doit faire, et puis après on est beaucoup plus efficace. Et en fait, dans cet espace qui est extrêmement cadré, extrêmement limité, c'est là-dedans qu'on est le plus libre. Variantes parce qu'en fait, mais par contre c'est ça, il faut emmener aussi accepter de lâcher prise dans cet espace qu'on a énormément resserré. Enfin, typiquement, moi je parle avec beaucoup des comédiens, les comédiens ils me disent la même chose, c'est-à-dire qu'ils en ont ras-le-bol d'entendre en direction d'acteur, vas-y improvise, c'est pas du tout leur rôle déjà, et si en plus s'ils le font, pour moi ils sont co-auteurs de l'œuvre, parce qu'ils vont donner ils vont donner du scénario en fait, c'est-à-dire qu'ils doivent improviser le scénario, machin. Et par contre, souvent ce qu'on me dit, mais
plus on se limite, ils intègrent le texte, ils intègrent leurs emplacements dans l'espace, et ils l'ont bien intégré, et ça fait partie de leur métier. Enfin, il y a aussi d'autres gens qui disent non, maintenant, il ne faut pas trop marquer les emplacements et tout. Ben non, je pense que ça fait partie de leur travail, c'est pas grave. Mais une fois qu'ils l'ont intégré et qu'on leur dit tu as tout ça de contraintes, tu dois regarder là, tu dois faire ça, mais dans tout cet espace que tu as bien dirigé, tu es libre. Voilà, c'est incroyable. Ouais. Parce que là, d'un coup, je pense qu'on se libère, mais on se libère dans la direction voulue, quoi. Oui, les contraintes sont nécessaires aussi pour pouvoir se permettre de... Et puis on se regarde plus jouer, parce qu'en fait, comme tout est tellement défini, t'as pas à penser à plein de choses, parce que tu les as déjà intégrées, tu vois. Et ben l'image, je me dis, c'est pareil, même le découpage de technique, je l'ai tellement pensé en amont du tournage, j'ai même plus à me poser une question. Mais par contre, les seules questions que j'ai à me poser, c'est est-ce que c'est vivant, est-ce que ça marche, est-ce que l'émotion, elle passe. Et là, généralement, quand il y a des imprévus, c'est là que c'est le plus magique, parce que en fait, c'était des fois tellement évident, mais on est passé à côté dans la prépa parce qu'on s'est posé toutes les questions, mais par contre, il faut lâcher prise, quoi. Le comédien disait que là où il y a les scènes magiques qui se passent, c'est quand le texte il est connu à la perfection, et où c'est là où justement, quand c'est connu à la perfection, c'est là où après en fait tu peux t'amuser, parce que du coup t'es dans le lâcher prise, mais préparé, ouais, c'est ça. Intégré, quoi. Mais c'est vrai que pour revenir à ces effets optiques, il y a un peu, on pourrait, moi j'ai plein de fois, on m'a dit vas-y, on fait des plans freestyle avec, en fait, déjà, ça marche au début parce que les gens sont surpris de l'effet, mais au final, à chaque fois, j'ai l'impression de faire tout le temps la même chose. Ouais. Alors que plus ça va, plus j'ai envie de diriger l'effet, et puis plus on va le diriger, plus... de créer des choses avec, il va se passer quand même un truc nouveau ou inattendu, mais bien plus inattendu que l'effet en lui-même. Je trouve ça passionnant. Je te jure, je trouve ça absolument passionnant. Donc du coup, tout ça, c'était le STEMIRAX. Et du coup, il y avait aussi le Magic Shutter. Tu peux nous en parler ? Ouais, j'ai plein de notes, des fois d'observation ou des trucs optiques. Je me dis, bon, vas-y, ça peut être rigolo d'explorer et tout. Et il y avait un peu comme c'est bête, mais le STEMIRAX avait beaucoup aussi permis d'avoir des projets. Je me suis dit, bon, j'ai d'autres inventions que j'ai envie de faire. Il faut vraiment que je le fasse vite, parce que je me disais, à partir du moment que j'en ai deux, ça devient plus une affiliation à juste... Ouais. Le STEMIRAX, c'est genre, c'est une démarche. Et ça dans l'idée, ça me plaisait bien, quoi. Bon, et du coup, là, pour le coup, le Magic Shutter, ça répondait pas à un film en l'occurrence. C'est pour ça que je me suis un peu aussi pressé de le faire. C'est que, voilà, bref. Et donc là, ça vient d'une observation. Enfin, moi, j'adore l'histoire technique du cinéma, genre même du pré-cinéma, genre tous les jouets optiques, tout ce qui est arrivé, tout ce qui a permis jusqu'à l'invention, soit d'Edison ou des Frères Lumière, bref. Et il y avait, au cours du 19e siècle, surtout la deuxième partie du 19e siècle, énormément d'inventions, dont un incroyable qui s'appelle Émile Reynaud, qui a développé plein de choses. Et il a une invention qui s'appelle le praxinoscope, où en fait c'est un espèce de tambour qui est ouvert, et à l'intérieur, je pense que vous avez tous vu ça, et à l'intérieur il y a des images dans le tambour, et au centre il y a des miroirs qui se font face à chaque miroir. Et en fait, quand on tourne le tambour, on regarde dans les miroirs, et en fait l'animation marche parce qu'on passe d'une image à une autre, et en fait c'est le miroir qui fait entre guillemets le shutter, quoi. Et en fait, à chaque fois que je voyais ces inventions dans les musées, je me disais mais c'est quand même incroyable. Et moi, ce que je trouvais fou, c'est ce qui se passait entre les images, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un truc optique assez fou, et je me disais mais est-ce qu'on peut filmer sous ce prisme-là, quoi. Donc je me suis un peu cassé la tête à me dire comment je peux faire. Donc je me suis dit tiens, je vais mettre ces miroirs qui tournent sous tel angle, et avec un autre miroir qui réfléchit, bref, pour que je puisse filmer avec ces miroirs qui tournent, mais dans le même axe que celui de ma caméra quand je vais l'avoir sur l'épaule ou sur pied. Du coup, ça répond pas à ta première question. Le Magic Shutter, ça permet d'impacter la cadence des images à la prise de vue. Donc en gros, les miroirs tournent devant l'optique, j'ai une manivelle à la main, et plus je vais vite, par persistance rétinienne, plus l'image va se stabiliser au centre. Plus je vais lentement, plus on va sentir l'image tourner sur elle-même. C'est génial. Et puis c'était rigolo. Enfin, c'est vraiment une boîte en bois avec des miroirs, je fabriquais ça avec mon chef machiniste dans son garage. C'est incroyable. J'adore en plus le côté manivelle et tout à l'ancienne, genre c'est trop fort. C'est passionnant. Mais ce qui est assez rigolo aujourd'hui, c'est que vraiment, après ça c'est cool, c'est la portée des réseaux sociaux, c'est que j'ai quand même bien communiqué dessus, et ça a eu un petit impact, quoi. Mais des fois je recevais souvent même je reçois des messages improbables de très très gros chefs-op à Los Angeles qui me disent je tourne dans 2 semaines et il me faut absolument le Magic Shutter, j'ai contacté tous les loueurs à LA et personne en a un, comment je peux faire? Puis moi je suis tout seul dans mon 10 mètres carrés avec l'invention unique, je ne vais pas faire grand chose. Fais-moi un billet d'avion. Non mais c'est drôle. Des projets sur lesquels tu as bossé que tu as préféré, un projet préféré par exemple en tant que spécifique Je prépare des courts-métrages auxquels je crois très très fort, et puis en plus qui
sont des longs à en devenir, quoi. C'est-à-dire Cool. que les productions qui suivent les cours, ils disent on va en faire un long. Et puis sinon, je suis sur un long, là, je suis en casting. Donc, Trop bien. c'est rigolo. On va peut-être pas donner le détail du coup. Voilà, là, il y a comme ça. je- Et... Ouais. Mais non, mais j'espère faire des projets plus longs, en fait. C'est ça qui me... Ah, Ouais, je de- trépine de- d'impatience, ouais. parce que mettre en place une esthétique, mettre en place une relation de confiance avec une équipe, avec une personne qui réalise, c'est super, mais en fait quand du coup, tu fais que 5 jours, mais tu te dis j'ai fait les 2 tiers du travail, quoi. Le tiers de plus c'est juste la durée du tournage, mais en fait t'as fait déjà le plus gros, quoi. Poser un mood, trouver le truc et tout, et ok c'est ça, on est dans telle vision, ok, mais après tu étires ça sur un film d'1h30, donc après c'est 6 à 8 semaines de tournage, enfin ça n'a rien à voir, quoi. Ouais. Et ça j'attends. trop hâte de voir ça. On suivra en tout cas ça de très près. J'attends de votre podcast me fasse une publicité. Oui, Et du coup, à terme, tes envies pour le futur, ton objectif absolu, Bah c'est ça. c'est ça, hein, c'est vrai. Non mais en fait c'est bête, mais c'est d'avoir des vraies rencontres, enfin, où je me dis Ouais. et qu'on en fasse plusieurs, et qu'en fait la collaboration évolue, les images évoluent. Ah oui, si là, non mais je sais pas si je peux en parler. Non si, je vous le dis parce que c'est assez chouette. J'ai rencontré Laurent Manoni, qui est le directeur du conservatoire technique de la Cinémathèque, Ok. et qui a vu mes inventions, qui trouvait ça super chouette. Il était hyper étonné et tout, et lui il connaît quand même, c'est vraiment le monsieur de l'histoire technique du cinéma, quoi. Enfin, pour vous dire, il a écrit une vingtaine de livres. Son dernier livre, c'est Scorsese qui a fait la préface. Enfin, tu vois, il est très respecté, et là dans 2 semaines je vais dans les collections privées de la Cinémathèque, et il va me montrer des inventions. Il y a 0 info, quoi. Et ça, c'est vraiment fou, quoi. Et du coup, là, le grand rêve, ça serait de pouvoir essayer d'adapter ces outils-là ou ces optiques-là avec des caméras modernes pour, Ouais. en fait, pour alimenter les archives de la Cinémathèque, montrer, regardez, ça fait ça. Trop cool. Et en fait, il me m'a dit, mais ces optiques qui dorment dans les cartons, on n'en fait rien. Moi, je suis pas opérateur, je sais pas ce que ça fait. Voilà, ça serait Viens t'amuser dans non, dans mais le ça serait réussir laboratoire. à gagner, voilà, cette confiance-là. Puis, et après, s'il y a des projets qui s'y prêtent, se dire, est-ce que c'est envisageable de faire ressurgir des reliques de l'histoire du cinéma pour d'autres films. Ça serait incroyable. Mais dans le cadre du... voilà, moi, ce qui me plaît, c'est l'exploration et la trouvaille, quoi. C'est-à-dire que c'est... C'est trop cool que tu aies ce truc-là à côté, vraiment. Bah, je sais pas, on verra. Tu vois, c'est des pistes qui me... Mais tu vois, c'est vrai que te dire... C'est trop bien. C'est sans fin, en fait. Enfin, les images à la prise de vue, c'est sans fin, quoi. Même on voit bien la mise en scène. Enfin, tu vois, une entrée et sortie dans le champ, c'est tout bête, mais Il y a une infinie de c'est possibilités. sans fin. Tu vois, c'est pareil, tu vois. Donc dans l'optique, il y a pareil, il y a tout un tas de choses à trouver. Trop stylé. Bah, c'est trop cool. C'est passionnant. En plus, en plus de répondre à ma question, tu viens de répondre à 2 autres questions que j'avais pas posées. Donc, Ah, c'est magnifique. parfait. Ah, voilà. Le temps utile. Bah, du coup, si ça vous va, on va pouvoir passer à mon petit jeu. Du coup, ça va être très simple. Je suis revenu à la base des bases du jeu parce que c'est un vrai ou faux. J'ai prévu des petites phrases, des affirmations. Je vais vous demander vrai ou faux. Vous allez chacun me dire si vous pensez que c'est vrai ou si c'est faux. Je vais compter vos points et puis on va voir qui a le plus raison et qui a le plus tort. Vrai ou faux? Charlie Chaplin joue toujours le rôle principal des films qu'il réalise. Faux. Enfin, j'attends la réponse de Martin. Ouais, non, je dirais faux aussi. Tu dirais faux? Ouais. En effet, quasiment tous, mais il y en a quelques-uns. Oui, sur ces derniers films, il était plus... Ouais, c'est ça. Vrai ou faux? Il existe plus de 40 films Godzilla. Vrai. Ouais, je dirais Il vrai. y a de l'animation. J'en ai il y a vu, des il y en a trucs comme tellement. ça. Dans les années 50, enfin, dans les 50, je sais pas combien, avec des cartons-pâtes. King Kong contre Godzilla, ça a été fait depuis. Donc je dis vrai pour vous deux? Oui. C'est faux. Il y en a 38. Oui, c'est Voilà, j'en suis sûr, c'est ça. mais vraiment, il y en a genre 38 ou 39. Ah ouais, C'était voilà. sûr. Bon, je rajoute pas de points sur celle-là. Espèce de gros coq. Après, c'est vrai que si vous répétez la même chose, enfin, si vous répondez la même chose à toutes les questions, vous allez avoir une égalité, mais bon, c'est comme ça. Hein. Indiana Jones et le Temple Maudit se déroule avant les Aventuriers de l'Arche perdue. Donc Indiana Jones 2 se déroule avant le 1. Ouais. Je te laisse répondre avant. Moi, je dirais... C'est vrai. Ça me C'est parle. vrai? Moi, je les ai vus plein de fois. En fait, je me souviens que dans le 3, ils font référence au 1. Alors, du coup, je pense que le 3 a une continuité du 1, mais je vois pas de
choses temporelles en fait dans le 2 qui pourraient nous affirmer que ça se passe avant en fait. Je crois que le 2, il est... je sais pas s'il est avant, mais en tout cas, oui, c'est un peu hors continuité, quoi. Il y a un peu un petit truc... En tout cas, moi, je dis non, il est avant, ouais. Toi, tu dis vrai? Ouais. Qui se passe avant? En fait, le truc, moi j'aurais envie de te dire faux parce que tu vas me dire ouais, mais en fait, non, il y a un truc, il y a un détail, mais moi, je vois pas le détail qui pourrait nous faire dire que ça se passe avant. Tu dis faux, du coup? Ouais, vas-y, je dis faux. C'est vrai. Le film se passe avant. Et c'est un truc, ça se passe 1 an plus tôt. Et c'est précisé en mode c'est en 1936, alors que l'autre il est en 1937. C'est ce genre de truc. C'est pas un truc méga spécifique, mais dans l'idée de non, parce que Spielberg. ça se passe dans les années 40. Bah, au début, il y a les, non, il y a les fin nazis. 30. Ah non, c'est après. Ah oui, C'est- c'est des néo-nazis. Ouais, ça va jusqu'à 39, je crois. En effet, c'est un prequel. Indianazi. Indianazi. Du coup, ça fait un point de plus pour Martin. Vrai ou faux, le roman 1984 de George Orwell a été adapté au cinéma pour la première fois en 1984. Faux. Je sais pas si ça vous parle, vous avez lu, vous avez vu un peu Oui, les j'ai films, lu, tout ça, j'ai ouais. lu. Ouais. Moi, je dirais. En France, il y en a 2 ou 3 des adaptations. Peut-être bien plus. Non, mais après, non, mais c'est la même année. Alors, le film est sorti, quoi. Il n'y a pas eu genre un lancement de production la même année. Genre, ce serait genre le livre sort et dans la même année, le film sort. Je veux pas donner d'indices, mais le roman sort avant 1984. Le roman, il n'est pas sorti en Oui. 1984. La question, bah, je c'est vais est-ce que dire la vrai, première alors. adaptation sort en 1984? Ah, mais je vais dire vrai. Tu vas dire vrai? Oui, donc la question, c'était est-ce qu'il sort vrai? Et toi, t'avais dit? Ouais, bah vrai, Ah, du bah coup. voilà, forcément. J'avais pas compris la question. Bien sûr. C'est faux. Oh. Il y a bel et bien un film de 1984 qui est sorti en 1984, mais c'est un roman des années 50, et il y avait déjà eu un film dans les années 50. Et je recommande les deux, moi j'adore les deux, surtout celui de 1984, mais celui des années 50 est très sympa aussi. Vrai ou faux, Sean Connery portait une perruque sur tous ses films James Bond. Enfin, un toupet quoi, une toupée. Enfin, Oui, oui. Ouais, moi je vais te dire vrai. Moi, je dis faux. Je dis faux, pas sur tous, quoi. Genre, t'as fait un truc de fripouillant, quoi. Ah ouais. Et bah non, c'est vrai. Bon, ouais, ça va. Il a commencé à perdre ses cheveux dès sa vingtaine en fait, et si, ouais, même dans Dr No c'était déjà toupé. Putain, un petit point de plus pour Théo. Mais j'ai appris ça récemment, j'ai appris ça en faisant le jeu, je le savais pas et je trouve pas que ça se voit. Mais c'est le cas dans tous les films James Bond. George Lucas a réalisé 6 films, seulement 3 d'entre eux sont des Star Wars. Faux. Moi je dirais faux. En effet, c'est faux, il y a 4 Il en d'entre a eux sont fait des Star 4. Wars. Ouais. Vrai ou faux, un cheval a déjà gagné un Oscar? Moi j'ai envie de dire faux parce que je trouve ça con. Juste moi je trouve ça con. C'est le cheval de guerre. L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Ouais, non, vas-y, je vais dire vrai. Donc vrai et faux? Ouais. C'est vrai. En 1949, un cheval qui s'appelle Trigger et qui a joué dans beaucoup de westerns et avec un Oscar acteur d'honneur. spécifiquement, mais- Ils ont mis un Oscar d'honneur. Ouais, c'est un Oscar spécial. C'est le seul animal à avoir eu un Oscar, hein, qu'on soit bien clair. Ça n'a jamais été refait depuis, mais Trigger a eu son Oscar en 1949. Anecdote. Roger Rabbit est un personnage original créé pour le film. Je recontextualise pour ceux qui connaissent pas, c'est évidemment un film dans lequel il y a plein de personnages de cartoon Ouais, cultes, des Mickey, Connu des et Looney tout, Tunes, et des trucs est-ce et des que machins. lui, il est... Est-ce que le protagoniste du film... Ouais, je dirais que oui, il a été inventé. Il a été inventé. Pour le film, Bien entendu, bien entendu. moi je vais Ouais. dire non parce que comme c'est le titre du film, je me suis dit s'il était connu avant, ça aurait pu être vendeur de Ouais, pour garder le ramener nom. du monde. Donc, est-ce qu'il a été inventé pour les besoins du film? Vrai ou faux? Moi j'ai dit faux. Moi, je dis Faux. vrai. Toi, tu dis vrai? C'est faux. Il est adapté d'un roman, en fait. Quel génie, celui-là. Alors toi. Mais pareil, je le savais pas avant de faire le jeu. Hein. Dans le roman, apparemment, c'est pas des personnages de cartoon, c'est des personnages de comic strip. Du coup, c'est Popeye, c'est Betty Boop et compagnie, quoi. Ok. Qui sont devenus des personnages de cartoon aussi. Mais voilà. Vu que ça date. Ok, donc on est à égalité hein, pour l'instant. Vrai ou faux? François Truffaut a réalisé plus de films que Jean-Luc Godard. Ouais, je suis mort. Juste besoin de savoir s'il en a fait plus ou moins. Non, je dirais moins, moi. Donc faux, tu dirais faux. Ouais. Il en a pas fait plus. Faux. De quoi? Non, ouais. True, faux. Oh. François Truffaut. True en plus. Oui, c'est pour True ça ou que false? ça marche Ouais, très bien. putain, Alors, j'avais pas pensé. non, Et- faux. Il en a réalisé beaucoup moins. Ouais. Jean-Luc Godard, il en a fait tellement. Beaucoup moins. Genre vraiment beaucoup moins. Alors Genre qu'il en a 42 fait- moins. Il en a fait beaucoup. Hein. Godard et Truffaut, il en a fait genre 24, je crois. Ouais, 23, facile. ouais. Putain. Et Godard, c'est. Ah, ouais, moi, je pensais Ça, même qu'il en avait fait Tu beaucoup peux moins, m'accorder tu un point de plus. Hein, je sais ça. vois. Pour l'explication et le chiffre. J'entends. Un petit virgule 5. J'entends. Jean-Claude Van Damme
a mis 20 ans de carrière avant de jouer son premier rôle en français. C'est une question piège. Oui, Non, c'était 21 ans. En fait, c'est non, mais c'est ça. Non, c'est en fait, c'est que c'est ultra probable et en même temps, c'est tellement probable que ça peut être le piège. C'était en belge. Enfin, ouais, Moi, Ouais, allez, je dis vrai. Je connais pas assez. Ouais, allez, je te dis faux. T'es pas un fan Je te- de Jean-Claude Van Damme? Non, je te dis faux pour être joueur. C'est vrai. Il a fallu attendre les années 2000 avant qu'il joue en français pour la première fois. Genre, il a eu 20 ans de carrière, une trentaine de films en anglais avant. Dernière question, qui va soit départager, soit remettre une égalité, en tout cas pour l'instant. La scène la plus longue jamais tournée pour un film dure 24 heures. Vrai ou faux? Après, faut définir ce que tu dis un film, quoi. Pour un long métrage. Sorti, produit, Mais c'est ça en fait, parce qu'en fait, en réalité, je vais te dire oui, je vais même dire qu'il doit y avoir des films qui durent 3 jours, tu vois. Mais après, c'est dans quel cadre c'est distribué, quoi. Jamais tourné. Scène tournée. Oui, c'est-à-dire que la scène a été tournée, c'est-à-dire pendant 24 heures. Mais après, au montage, tu gardes pas les 24 heures. Par exemple. Ça peut. Bah alors, Oui. du coup, je vais dire que oui, ça a existé. Moi pour moi, ça a existé. En gros, là, ce qu'on dit, c'est que. Est-ce qu'il y a une scène qui a déjà mis plus de 24 heures à être Non, tournée? mais c'est énorme. Qui a mis 24 heures à être tourné. Non, Qui c'est a mis énorme. 24 heures à être tournée? C'est pas possible. Déjà, au temps de la pellicule, c'est impossible. Il y a forcément un cut. Et même en numérique, c'est quand même très, très technique. Bon, aujourd'hui, c'est facile, mais il faudrait un contexte, en fait. Vas-y, je te laisse je te laisse la primeur. C'est-à-dire que quand tu dis un plan, c'est genre on dit action, et 24 heures après, ils ont dit couper. Oui. Bon, vas-y, je dis faux. Bah, moi, je dirais. C'est faux. Yes. Du coup, il y a égalité. Voilà, c'était ma dernière question. C'est pas grave, c'est beau. C'est Oui, c'était, ouais. un beau message quelque part. C'est comme ça. Voilà. C'est une anecdote inventée de toutes pièces. Il n'y a pas de scénario. Toi aussi, t'es un inventeur quelque part. Oui, bah oui. Au moins, rien que ça. Et bah, du coup, il y a égalité. Félicitations à vous deux. Merci D'avoir participé à mon petit jeu tout simple et tout calme. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode de Palabre. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming habituelles, sur YouTube, sur Instagram et compagnie. Tous les liens sont dans la description de toute façon. Et sur le site hypercut-collectif.com. C'était Cédric, Martin et Théo. Et on espère que c'était agréable à écouter. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Bah, merci Théo de t'être joint à nous et de nous avoir partagé ces trucs-là de ta vie. C'était absolument passionnant. Ouais. Moi, j'ai adoré. Merci beaucoup d'être venu. C'était très agréable de te recevoir. Salut les gars. Salut. Salut Cédric. Salut Théo.